Ce podcast vous est proposé par Philippe Massol. Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet omniprésent, l'innovation en entreprise. Mm. On entend ce mot partout, tout le temps, mais au-delà de l'effet de mode, qu'est-ce qui sépare vraiment une simple nouveauté d'une véritable innovation, celle qui mène au succès durable? C'est la question, en effet. Et comment on fait pour passer de l'idée, même brillante, à un impact, un impact réel sur le marché? Notre mission aujourd'hui, si on peut dire, c'est de comprendre ensemble ce que ça veut dire concrètement être à la pointe. Exactement. Et c'est pas si simple, parce que innover, bon, fondamentalement, la définition de base, c'est introduire de la nouveauté, quelque chose de neuf. Oui, ça paraît logique. Oui, mais en affaires, si on prend la définition très technologique, celle du manuel d'Oslo, par exemple, elle est souvent un peu restrictive. Ah oui, ok. En quoi Ben, elle peut parfois passer à côté d'innovations qui sont pas purement techniques, mais qui sont cruciales. Je pense aux innovations sur l'usage, sur le service autour du produit, sur l'émotion que ça crée. D'accord, je vois. C'est plus large que juste la R&D. Beaucoup plus large. En réalité, ce qui compte vraiment pour une entreprise, c'est la distinction entre ce que j'appellerais l'innovation réussie, vous voyez, Mhm. c'est-à-dire celle qui séduit vraiment les clients, qui répond à un besoin et qui, accessoirement, rapporte de l'argent. Oui, c'est quand même le but. Et de l'autre côté, ce que j'appellerais l'innovation inutile, celle qui reste une bonne idée sur le papier, mais qui ne décolle jamais. L'invention géniale dans un garage qui y reste. C'est un peu ça. Donc, être à la pointe, finalement, c'est pas juste avoir des idées neuves, c'est viser cette innovation réussie. Peu importe qu'elle soit très high-tech ou au contraire très simple, très low-tech, ce qui compte, c'est l'impact. Mais alors, même en visant juste le succès, il n'est pas automatique, j'imagine. Toutes les idées qui sortent ne deviennent pas des succès planétaires. Ah non, loin de là. C'est même plutôt l'inverse. La très, très grande majorité des innovations échouent commercialement. Ah oui? À ce point? Oui, oui. Il y a une étude assez connue qui circule qui parle d'une seule idée sur, tenez-vous bien, 3000, une sur 3000 qui perce réellement et devient un succès durable. 1 sur 3000. C'est énorme comme taux d'échec. C'est considérable. Et ce qui est intéressant, c'est que le problème est rarement technique. La plupart du temps, l'idée est bonne. Techniquement, le produit fonctionne. Alors c'est quoi le problème du Le coup? plus souvent, c'est une mauvaise lecture, une incompréhension des attentes réelles des clients, de leurs vrais problèmes, de leurs vraies frustrations. On développe un truc super, mais personne n'en a vraiment besoin en fait. Exactement. Ou alors, on répond à un besoin, mais pas de la bonne manière, ou au mauvais prix, ou c'est trop compliqué. Bref, on passe à côté du marché. Et là, il y a deux pièges principaux pour les entreprises. Lesquels? Le premier, c'est de croire qu'il suffit d'investir massivement en recherche et développement, de sortir des technologies de pointe, sans vraiment écouter ce que dit le marché, ce que veulent les clients. On est un peu dans sa tour d'ivoire technologique. L'ingénieur génial mais déconnecté. Un peu. Et le deuxième piège, c'est l'inverse. C'est d'avoir tellement peur de cet échec, de ce fameux 1 sur 3000, qu'on n'ose plus innover du tout. On se fige. Et on se fait dépasser par ceux qui osent. Voilà. Trouver le juste milieu, c'est tout l'enjeu. Oser, mais intelligemment. 1 sur 3000. Ça donne le vertige quand même. Alors, face à ça, comment une entreprise, petite ou grande, peut-elle évaluer l'importance qu'elle doit donner à l'innovation dans son secteur spécifique? Est-ce que c'est vital pour tout le monde? Non, pas forcément avec la même intensité. Ça dépend beaucoup de ce qu'on appelle le système compétitif dans lequel l'entreprise évolue. Le système compétitif, c'est-à-dire? En gros, pour simplifier, on analyse le secteur selon deux grands axes. Premier axe, est-ce qu'il est facile ou difficile de se différencier des concurrents? Est-ce qu'il y a beaucoup de possibilités d'innover? Par la technologie, bien sûr, mais aussi par le design, l'ergonomie, les services, l'image. Est-ce que les clients sont sensibles à ces différences? D'accord. La marge de manœuvre pour innover, en quelque sorte. C'est ça. Et le deuxième axe, c'est à quelle vitesse les concurrents peuvent-ils copier une innovation réussie? Est-ce qu'il y a des barrières fortes, des brevets qui protègent, des économies d'échelle importantes qui empêchent les petits d'entrer, une marque très forte qui fidélise? Ou est-ce qu'au contraire, dès qu'on sort un truc bien, tout le monde peut le faire aussi? La capacité à protéger son avantage. Exactement. Et en croisant ces deux axes, facilité à innover et facilité à copier, on peut identifier schématiquement 4 grands types de systèmes compétitifs. Ah, intéressant. Quels sont-ils? Alors, premièrement, le système spécialisé. Là, on peut innover de manière significative, créer une vraie différence, et on peut se protéger assez bien, par exemple avec des brevets ou une expertise très pointue. C'est typiquement le cas de certaines niches technologiques ou pharmaceutiques. L'innovation y est clé. Ok, spécialisé.
Ensuite, Deuxièmement, le système fragmenté. Ici, c'est assez facile d'innover. Il y a plein d'idées possibles, les clients aiment la nouveauté, mais, hmm, mais c'est aussi très facile d'être copié. Dès qu'une bonne idée sort, tout le monde s'y met. Pensez à la restauration, à la mode. faut aller vite alors. Exactement. Le rythme d'innovation doit être élevé. Il faut sans cesse proposer du neuf pour rester devant. L'innovation est vitale, mais c'est une course permanente. D'accord. Spécialisé, fragmenté. Le troisième? Le troisième, c'est le système en impasse. Là, c'est difficile d'innover de manière significative sur le produit ou le service de base lui-même. Tout le monde fait un peu la même chose et c'est dur de se démarquer par là. Comme les fournisseurs d'énergie peut-être. Ou certains matériaux de base. Par exemple, dans ce cas, la compétition se déplace souvent. On va se battre sur les prix, bien sûr, mais aussi beaucoup sur le service client, la relation, la facilité administrative. L'innovation produit est moins centrale. Mhm. Et le dernier système? C'est le système dit de volume. Ici, la priorité absolue, c'est la réduction des coûts. Pensez à la grande distribution, à certaines industries lourdes. L'innovation existe, bien sûr, mais elle est surtout orientée vers l'optimisation des processus de production, la logistique, pour gagner en efficacité et baisser les prix. Donc, pour résumer, l'innovation sur le produit, le service, l'expérience client, elle est surtout cruciale dans les systèmes spécialisés et fragmentés. C'est là qu'elle a le plus d'impact stratégique, direct, oui. Dans les autres, elle existe, mais prend des formes différentes ou a une importance relative moindre par rapport à d'autres leviers, comme le coût ou le service pur. D'accord, c'est très clair. Ça permet de mieux situer l'enjeu. Et maintenant, si on entre un peu plus dans le concret, comment ça se manifeste, cette innovation? Quelle forme elle peut prendre pour séduire le client? Alors, on peut innover sur plusieurs plans, plusieurs axes. Classiquement, on en distingue souvent trois principaux. Allons-y. Le premier, le plus évident, c'est le produit lui-même. On cherche à améliorer ses caractéristiques intrinsèques, meilleure qualité, plus de performance, plus de fonctionnalité, meilleure durabilité. L'exemple typique, quoi. Le nouveau smartphone avec un meilleur appareil photo. Voilà. Ou vous vous souvenez des chaussures Geox? Leur innovation, c'était la semelle qui respire. Une amélioration technique du produit centrée sur un bénéfice client clair, le confort. Oui, je vois. L'innovation produit. Le deuxième axe. Le deuxième axe, ce sont les services associés au produit ou à l'offre principale. Et ça, c'est souvent un gisement d'innovation sous-estimé. Ah, comment ça? On peut améliorer considérablement l'expérience client en innovant sur les services. Pensez aux services après-vente exemplaires de Darty, avec leur contrat de confiance. C'est un vrai différenciateur. C'est vrai. Ça rassure. Ou à l'inverse, on peut innover en supprimant des services jugés superflus par une partie des clients, pour pouvoir baisser drastiquement les prix. C'est tout le modèle des compagnies aériennes low cost, par exemple. Ah oui, pas de plateau repas, bagages en soute payant, mais un billet moins cher, c'est une forme d'innovation par le service, en quelque sorte. Tout à fait. On redéfinit la proposition de valeur en jouant sur les services inclus ou exclus. Le potentiel est énorme parce que ça touche directement à l'expérience vécue par le client, au-delà du produit lui-même. Produit, service, et le troisième axe classique, Le troisième axe, c'est la marque, l'image. Innover sur la perception, sur le symbole. Créer du désir, de la confiance, un sentiment d'appartenance, via la communication, le design, l'histoire qu'on raconte. là on est moins dans le tangible, plus dans l'émotionnel. Exactement. Pensez à des marques comme Chanel, Apple ou Nespresso. Elles ne vendent pas juste un sac, un téléphone ou du café. Elles vendent un statut, une expérience, une promesse symbolique. Et ça a un impact direct sur la décision d'achat, souvent au niveau le plus reptilien de notre cerveau. La peur de manquer quelque chose, l'envie d'appartenir. C'est puissant. Produit, service, marque. D'accord. Et au-delà de ces trois axes, on parle aussi parfois d'innovation de rupture, celle qui ne se contente pas d'améliorer l'existant, mais qui change carrément les règles du jeu, qui redéfinissent les attentes des clients. Ah, le fameux disruptif. C'est ça, par exemple les skis paraboliques à leur époque. Ils n'ont pas juste amélioré la glisse, ils ont rendu le ski accessible et fun d'une manière totalement nouvelle pour beaucoup de gens. Ça a redéfini le marché. Mais vous disiez que ça pouvait être copié vite. Oui, dans le cas des skis paraboliques, la technologie était relativement facile à copier, donc l'avantage de rupture a été assez vite rattrapé. C'est souvent le cas des ruptures de marché.
Mais prenez un autre exemple, le Viagra. Mhm. Là, c'était une innovation radicale, basée sur une découverte scientifique, protégée par des brevets solides. L'impact sur les clients concernés a été énorme et la protection a permis de maintenir un avantage durable. Donc la rupture peut être plus ou moins facile à imiter, mais l'essentiel, encore une fois, c'est l'impact perçu par le client. C'est ça qui définit la rupture. Toujours revenir au client finalement. Toujours. C'est le fil rouge. Et dans cette logique de rupture, ou en tout cas de redéfinition de la valeur, il y a une stratégie dont on entend parler parfois, l'océan bleu. Ah oui, la stratégie océan bleu. C'est une approche très intéressante, développée par Kim et Mao Borgne. L'idée centrale, c'est de chercher à ne plus se battre dans l'océan rouge de la concurrence existante, où tout le monde essaye de faire la même chose un peu mieux. Et où le sang coule à force de se battre sur les prix et les parts de marché. Exactement. L'idée, c'est plutôt de créer un nouvel espace de marché, un océan bleu, où la concurrence devient non pertinente, au moins pour un temps. Créer son propre terrain de jeu. Mais comment on fait ça? En offrant une proposition de valeur radicalement différente. Le but, c'est d'arriver à offrir plus de valeur aux clients sur certains critères clés, tout en réduisant ou en éliminant d'autres critères qui coûtent cher, mais n'apportent pas tant de valeur que ça au final. Plus pour moi, en quelque sorte. C'est l'idée. Briser le compromis classique entre valeur et coût. Pour y arriver, il propose un outil assez simple mais puissant, la grille des 4 actions. Elle pose 4 questions. 1. Quels critères, considérés comme acquis dans le secteur, peut-on éliminer? 2. Quels critères peut-on réduire, bien en dessous du standard du secteur? 3. Quels critères peut-on augmenter bien au-dessus du standard du secteur? Et 4. Et enfin, quels nouveaux critères jamais offerts par le secteur peut-on créer? Éliminer, réduire, augmenter, créer. D'accord. Vous avez un exemple? Oui, imaginez une agence immobilière. Le standard, c'est quoi? Une agence physique, pignon sur rue, des horaires fixes, des commissions élevées. Classiqué. Une agence océan bleu pourrait décider d'éliminer l'agence physique, coûteux, de réduire les commissions grâce à cette économie, d'augmenter la disponibilité des agents sur le terrain, le soir, le week-end, grâce au numérique, et de créer de nouveaux services comme la visite virtuelle immersive ou un accompagnement post-achat très poussé. Ah oui, on voit bien le décalage par rapport à l'offre traditionnelle. On crée une nouvelle proposition. Exactement. On sort de la bataille frontale pour proposer autre chose. Le Cirque du Soleil est souvent cité comme un exemple canonique d'océan bleu par rapport au cirque traditionnel. Passionnant comme approche. Et à l'autre bout du spectre, peut-être, vous avez mentionné l'innovation frugale, le Jugad. Oui, l'innovation frugale, ou jugad en hindi, qui signifie quelque chose comme débrouillardise ingénieuse. C'est une philosophie d'innovation qui vient souvent des contextes où les ressources sont limitées. Faire plus avec moins par nécessité. Hein. C'est exactement ça. Il s'agit de trouver des solutions simples, efficaces, rapides à mettre en œuvre et peu coûteuses pour répondre à un besoin réel. Sans fioritures, mais ça marche. Vous avez des exemples de ça? Oh, il y en a plein. Dans les pays émergents, on voit des choses incroyables. Des bouteilles d'eau en plastique, remplies d'eau et d'un peu d'eau de javel, insérées dans les toits en tôle pour réfracter la lumière du soleil et éclairer l'intérieur des bidonvilles, gratuitement. Incroyable d'ingéniosité. Ouh. Dans un registre plus industriel, la Dacia Logan. Conçue par Renault spécifiquement pour être fiable, spacieuse et surtout très abordable pour les marchés émergents. Ils ont repensé tout le processus pour réduire les coûts au maximum en réutilisant des composants existants, en simplifiant le design. C'est une forme d'innovation frugale à grande échelle. Donc, c'est pas forcément low-tech, ça peut être industriel, mais l'état d'esprit est le même. Exactement. L'état d'esprit Jugad, c'est Jugad. Chercher la simplicité, être rapide et flexible, penser suffisant plutôt que parfait, voir les contraintes non pas comme des obstacles, mais comme des stimulants à la créativité et économiser les ressources, y compris le temps. C'est une leçon intéressante, même pour les entreprises qui ont plus de moyens, non? Cet état d'esprit peut être très bénéfique partout. Se demander comment faire plus simple, plus direct, moins cher, c'est souvent une source d'innovation très pertinente. C'est fascinant de voir toutes ces facettes de l'innovation, de la haute technologie à la débrouille, du produit au service, de l'amélioration à la rupture. Mais alors, au milieu de tout ça, comment on fait pour identifier les innovations qui vont vraiment compter? Celles qui auront un impact réel et durable sur les clients? C'est le nœud du problème, effectivement. Comment viser juste?
Oui, comment on sépare le bon grain de livret parmi toutes les idées possibles? Alors, la clé, je pense, et on y revient toujours, c'est d'adopter le point de vue du client, mais pas juste de manière superficielle. Il faut analyser tout le cycle de vie, tout le parcours client lié au produit ou au service. Tout le parcours, c'est-à-dire? Ça commence bien avant l'achat. Quand Comment le client découvre le besoin, cherche une solution, compare les offres, puis vient l'achat lui-même, la facilité de commande, le paiement, ensuite la livraison, la réception, puis l'usage, l'installation, la prise en main, l'utilisation au quotidien, mais aussi le stockage, l'entretien, la maintenance, les éventuelles réparations, et même la fin de vie. Comment on s'en débarrasse, le recyclage. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours à tout ça. Exactement. Et sur chacune de ces étapes, il faut se demander qu'est-ce qui compte vraiment pour le client? Quels sont ses objectifs, ses frustrations, ses irritants, ses moments de plaisir ou de galère? D'accord. Et en faisant ça, on identifie des points de douleur ou des opportunités. Précisément. Et quand on analyse ce qui a vraiment de la valeur pour les clients à travers ce parcours complet, on se rend compte que très souvent, ça tourne autour de trois grands thèmes. Ah oui, lesquels? Premièrement, la productivité. Est-ce que l'innovation aide le client à obtenir le résultat souhaité plus rapidement, avec moins d'efforts, plus efficacement? Tout ce qui fait gagner du temps ou de l'énergie est généralement très apprécié. Logique, on est tous débordés. Deuxièmement, la simplicité. Est-ce que c'est facile à comprendre, à installer, à utiliser, à entretenir, à gérer? La complexité est un énorme frein. Rendre les choses simples, intuitives, fluides, c'est une source majeure de valeur. Oui, on déteste quand c'est compliqué. Et troisièmement, la réduction des risques. Est-ce que l'innovation aide le client à éviter des problèmes, des incertitudes, des conséquences négatives? Ça peut être des risques financiers, coûts cachés, mauvaises affaires, des risques physiques, sécurité, des risques de déception, ne pas obtenir le résultat promis, des risques de complexité justement. Rassurer le client, en somme. C'est ça, lui donner confiance, lui simplifier la vie et l'aider à atteindre son but plus efficacement. Productivité, simplicité, réduction des risques. Si une innovation coche une ou plusieurs de ces cases de manière significative sur une ou plusieurs étapes du parcours client, alors elle a de bonnes chances d'être pertinente. Vous auriez un exemple qui illustre ça? Oui, vous avez vu ces mini lave-linges muraux comme celui de Daewoo? Ah oui, ça me dit quelque chose. Tout petit, accroché au mur. Exactement. C'est une innovation intéressante. Pour qui? Pour les gens qui vivent dans de très petits espaces, les étudiants, les célibataires en studio. Quel problème ça résout? La place, évidemment, mais aussi le fait de ne pas avoir à descendre à la laverie. Gain de temps et d'effort. Productivité. C'est plus facile à installer qu'un gros lave-linge, simplicité. Et ça permet de laver de petites quantités souvent, donc moins de risques d'abîmer certains vêtements ou de manquer de linge propre, réduction des risques de déception ou de manque. Bien vu. Ça coche plusieurs cases importantes pour une cible précise. Voilà, l'innovation n'est pas forcément une révolution technologique, mais elle répond très bien à des besoins concrets liés au parcours d'usage et de vie du client dans un contexte particulier. Donc, si je résume un peu notre discussion, une innovation qui a de la valeur, c'est pas forcément le dernier gadget high-tech à la mode. Non, pas nécessairement. C'est surtout celle qui naît d'une compréhension vraiment profonde, des besoins réels, des frustrations, des aspirations des clients, et ce tout au long de leur expérience avec le produit ou le service. C'est tout à fait ça. L'innovation pertinente est ancrée dans l'empathie client et la résolution de problèmes concrets qui simplifient la vie, améliorent l'efficacité ou réduisent l'incertitude. C'est une perspective très, très pragmatique, finalement. Oui, et c'est souvent là que se trouve la véritable valeur, celle qui crée des succès durables. Très éclairant. Merci beaucoup. Et pour terminer, peut-être une petite question pour laisser nos auditeurs réfléchir. Avec plaisir. Et si? Et si l'innovation la plus percutante, la plus disruptive aujourd'hui, ce n'était pas forcément d'ajouter toujours plus de fonctionnalités, toujours plus de complexité, mais si c'était au contraire de réussir le pari de simplifier radicalement quelque chose d'existant, Intéressant. ou peut-être de résoudre un tout petit souci du quotidien, un irritant que tout le monde subit, mais que tout le monde avait fini par accepter comme une fatalité. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est une excellente piste de réflexion. La simplicité radicale et la résolution des petits problèmes ignorés sont souvent des sources d'innovation extrêmement puissantes. À méditer. Voilà, qui donne matière à penser. Pour approfondir votre réflexion stratégique et peut-être développer de nouveaux projets innovants au sein de votre entreprise, n'hésitez pas à discuter avec Philippe Massol. Vous pouvez le retrouver facilement sur LinkedIn.